Oui, bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. Donc, je suis Jean-Luc Jaffrezeau, je suis chercheur aussi au laboratoire, chercheur au CNRS. Et je ne suis plus directeur adjoint depuis une semaine, puisque j'ai donné ma démission depuis une semaine, après une grosse dizaine d'années à être dans les équipes de direction diverses et variées de ce laboratoire. Donc j'ai un peu de temps, donc je fais des conférences. Et l'idée, c'était effectivement de vous parler ce soir de la pollution atmosphérique par les particules, donc les particules qu'on a dans l'air. En gros, regarder les sources d'émissions, les indicateurs sanitaires éventuellement, et puis des études dans les zones alpines. J'ai beaucoup travaillé dans les régions de montagne, dans nos régions ici. Je vais présenter quelques résultats de ces études. Je vais aborder trois thèmes en gros. Le premier, c'est que mesure-t-on et comment sur ces particules. Le deuxième, c'est bien gentil de faire des mesures, mais il faut que ça serve à quelque chose. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent les sources de pollution, quelles sont-elles et comment, à combien contribuent-elles en fait aux particules qu'on peut rencontrer à un endroit donné. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était une notion qu'on appelle le potentiel oxydant ou potentiel oxydatif, dont on pense que c'est une mesure qui est plus proche de l'impact sanitaire qu'à la pollution atmosphérique sur la santé humaine par rapport aux mesures qui sont les mesures normées pour l'instant, réglementaires, qui sont utilisées comme la masse des particules. Pour revenir assez classiquement à des définitions au départ, qu'est-ce que c'est que des particules aérosols ou des particules atmosphériques ou un aérosol? Ce sont des particules solides ou liquides qui sont en suspension dans l'air. Généralement, bon, c'est un peu technique, mais généralement on oublie complètement que la particule elle est dans un environnement gazeux avec lequel elle a beaucoup d'interactions et on ne considère que la particule elle-même. Il y a pas mal de cas dans lesquels ça produit des choses qui sont un peu bizarres et pour lesquels on a des résultats qui sont un peu faussés. J'en parlerai pas beaucoup plus aujourd'hui. On est essentiellement là sur la notion de matière particulière ou particulate matter en anglais, PM. Je vais utiliser assez souvent ce sigle PM. Pourquoi on utilise ces particules, on étudie ces particules atmosphériques? En fait, pour trois raisons principales. Pour des aspects d'impact environnementaux, et dans ce cas-là, on étudie beaucoup la chimie. Pour des aspects d'impact sanitaire, et là, l'intérêt, c'est de regarder la masse, la taille des particules, puisqu'on considère que les plus fines vont aller plus loin dans les poumons, donc il y a cette notion de distribution en taille. On étudie beaucoup la chimie parce qu'on se rend bien compte d'un point de vue intuitif que respirer 1 gramme de sel marin ou respirer 1 gramme de poussière de plomb, c'est pas exactement la même chose. Et donc on s'intéresse aussi aux sources des particules dans la mesure où les différentes sources qui vont émettre des particules émettent pas des particules de la même composition. Enfin, on s'intéresse aux particules en raison de leurs impacts sur le climat, en particulier les aspects de propriété optique. Les particules interagissent avec la lumière et vont aller produire, comme quand on est à Choron-Rousse au ski par exemple, on voit parfaitement qu'on a une masse bien marronasse de temps en temps en hiver, donc il y a une interaction assez forte avec la lumière. Et puis pour ces impacts climatiques, on s'intéresse aussi bien sûr aux propriétés physico-chimiques là encore. Donc je vous ai parlé des distributions en taille des particules dans l'atmosphère. On a en fait différentes populations. Ici, je vous en ai représenté 4. Généralement, c'est à peu près ce qu'on va trouver, 4 ou 5 populations qui sont assez distinctes et qui s'étagent depuis des dimensions qui sont celles à peu près un petit peu plus grosses que celles des molécules gazeuses. À partir de quelques centaines de molécules gazeuses, on a un agrégat qu'on peut considérer comme des particules, jusqu'à des gros pavés comme ceux qu'on peut voir sur nos voitures avec les épisodes sahariens. On a du sable. Et là, on est plutôt sur des dimensions qui sont de l'ordre de 50 micromètres, donc des choses assez grosses qui commencent à être de la même taille que des gouttelettes de nuages.
Par contre, la réglementation, elle, s'intéresse à ces différentes tailles. Et si vous lisez un petit peu des choses dans les journaux là-dessus, on s'intéresse au PM10. La réglementation en France est basée sur ce qu'on appelle les PM10, c'est-à-dire toutes les particules qui sont inférieures à un diamètre de 10 micromètres. Une réglementation qui commence à être implémentée en Europe, mais qui l'est déjà aux États-Unis depuis très longtemps, c'est celle des PM2,5, c'est-à-dire en fait toutes les particules qui sont inférieures à 2,5 micromètres. Donc on se situe à peu près là. L'idée étant d'exclure une partie de ces très grosses particules et d'être peut-être au plus près de ce qui peut être nocif pour les poumons et rentrer dans les poumons. Donc, par principe, hein, les PM10 incluent aussi les PM2,5. Mais l'idée, c'est quand même qu'il existe énormément de particules qui sont beaucoup plus fines que ça. Et ici, je vous ai représenté, par exemple, un segment en rouge qui représente ce qu'on appelle les nanoparticules manufacturées. Et on voit bien que ces particules sont extrêmement fines, mais que dans l'atmosphère, d'un point de vue général, il existe des particules qui sont beaucoup plus petites que ça. La caractéristique des nanoparticules manufacturées, c'est généralement qu'elles sont pleines de métaux, ce qui n'est pas forcément le cas des particules naturelles. J'ai parlé de taille, en fait, c'est des domaines de mesure qu'on connaît, qui sont très peu intuitifs pour nous. En gros, quand on varie entre des particules très fines, ici, de l'ordre de quelques nanomètres, jusqu'à des particules de quelques micromètres, c'est une analogie dans un monde plus sensible, entre 5 nanomètres et 50 micromètres. C'est comme si on avait des objets qui varient entre 5 mètres et 50 kilomètres. Donc, c'est des objets qui sont extrêmement diversifiés. On se rend bien compte qu'entre une grosse voiture et une petite chaîne de montagne, on n'a pas les mêmes durées de vie, on n'a pas les mêmes processus de formation, on n'a pas les mêmes compositions, on n'a pas la même réactivité. Une voiture, ça bouge plus vite, et ce genre de choses. Donc, on voit que les objets qu'on nomme de la même façon, particules atmosphériques, représentent un domaine qui est extrêmement vaste, ne serait-ce que par la taille. Et en fait, ces différents modes ici et ces différentes tailles sont associés à des modes de production dans l'atmosphère qui sont eux aussi extrêmement différents. Par exemple, pour le mode le plus fin, on est sur ce qu'on appelle des processus de nucléation. Je vous ai indiqué tout à l'heure la coagulation de quelques molécules gazeuses. Pour ce mode ici, on est plutôt lié à des processus qui sont liés aux combustions, c'est-à-dire entre inférieurs à quelques centaines de nanomètres. Et puis, dans les plus grosses, on est plutôt sur des processus mécaniques, comme les arrachements des poussières désertiques, la remise en suspension des embruns marins, les poussières volcaniques, ce genre de choses, voire les arrachements des débris de plantes. On retrouve beaucoup de ce genre de choses dans l'atmosphère. Et puis, un dernier mode ici qu'on retrouve généralement, qui est celui qui est lié à des processus qui peuvent se produire dans les nuages ayant des cycles de vie, condensation, évaporation, vont aller produire un certain nombre de particules à travers la chimie qui se passe à l'intérieur des nuages. Alors le fait qu'on ait plusieurs modes, ça a des propriétés assez intéressantes en termes de la façon dont ils agissent. Ici, je vous ai représenté la même population, soit en nombre, soit en masse, c'est à peu près la même chose que le volume, soit en surface, la surface totale des particules qu'on peut voir. Et on voit par exemple que quand on est en train de parler en masse, les modes de particules les plus fins ne contribuent absolument pas à la masse de ces particules. Quand on est en train de parler en nombre, les particules les plus grossières qui vont constituer la majorité de la masse ne représentent rien du tout en termes de nombre de particules. Et inversement, quand on est en surface, on est plutôt sur un mode médian qui est principalement intéressé par ce genre de mesures. Alors c'est intéressant ça parce que, en fait, la réglementation, elle, va être basée sur des mesures en masse.
Alors qu'en fait, les effets sanitaires, on peut se poser la question s'ils ne sont pas basés sur des nombres de particules qui vont aller pénétrer dans les poumons et ensuite pouvoir passer dans la circulation sanguine, etc., etc. Donc la réglementation qui est censée protéger la santé des populations, elle ne le fait pas forcément à partir des meilleures mesures possibles. Et puis après, bon, quand on est en surface, potentiellement, ce qui est intéressant, c'est d'étudier les processus d'échange qu'il peut y avoir entre les particules et la phase gaz, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc on voit là que déjà, avec ce type de notion, on approche des choses qui sont un peu complexes en se disant c'est quoi la meilleure façon dont on peut mesurer ces objets qui sont extrêmement différents dans la nature. Alors ils sont non seulement extrêmement différents en distribution en taille, mais aussi ils sont extrêmement différents en termes d'autres propriétés, comme leur forme, leurs propriétés de surface, etc., etc. Ici, on voit par exemple des choses qui résultent de la combustion de fioul lourd, où on avait à l'intérieur d'une gouttelette chaude, on avait de la vapeur qui a explosé et qui a créé tout un tas d'alvéoles. Ici, on a des choses qui résultent de la combustion de gaz naturel, avec des particules extrêmement fines qui vont se mettre en agrégat. Ici, on a un gros pavé saharien qui a été collecté au milieu de l'Atlantique. Et ici, on a Kermit la grenouille avec un petit spore de champignons ou de quelque chose qui a été collecté au milieu de la forêt amazonienne. Donc on voit que là encore, on est avec des choses qu'on appelle des particules qui sont extrêmement diversifiées en termes de forme, de chimie, etc., etc. Tout ça fait que, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Donc l'idée, c'est qu'on peut par exemple mesurer les concentrations en nombre, comme je vous l'ai dit. Et ici, voilà un exemple de ce qu'on a pu mesurer en bord de rocade grenobloise dans une campagne qu'on a fait déjà en 2012, ça commence à remonter loin, ça va vite, où on a fait des mesures sur à peu près 2 semaines, avec un appareillage qui permettait de descendre jusqu'à 10 nanomètres à peu près, ou quelque chose comme ça, donc déjà des particules extrêmement fines. Et on voit qu'on a des cycles, alors bon, il faudrait les compter, mais croyez-moi sur parole, c'est à peu près des cycles journaliers. Quand on a des pointes, c'est évidemment qu'il y a énormément de circulation sur la rocade, et puis quand on est bas, c'est en plein milieu de la nuit, etc., etc. Donc on a une dynamique du signal qui est extrêmement forte, depuis quelque chose qui est de l'ordre de à peu près 10 000 particules par centimètre cube. Donc 10 000 particules par centimètre cube, c'est ce qu'on respire tout le temps, et quand c'est propre, jusqu'à des choses qui sont à 120 000 particules par centimètre cube. Donc quand on est dans du trafic, voire quelques petits épisodes industriels qui traînent là, à certains moments. Donc on voit qu'on a une dynamique du signal très forte, et ça pose quand même des questions. Beaucoup de groupes écologistes ou de groupes citoyens, etc., disent « Pourquoi on ne réglemente pas le nombre des particules ?» Quand on a une dynamique du signal comme ça, qu'est-ce qu'on va aller réglementer? On va aller réglementer le niveau maximum, on va aller réglementer le niveau moyen, on va aller réglementer quoi? Et ça pose quand même des questions sur quelle est la meilleure norme qu'il faudrait adopter si on veut réglementer ce genre de choses. Ce n'est pas la seule question, dans la mesure où je reprends le dessin que je vous avais montré tout à l'heure avec les nombres de particules en fonction des distributions en taille, et on voit bien que quand on est en train d'essayer de mesurer des choses qui sont aux alentours de 1 nanomètre, ou alors qu'on est à des distributions en taille vers 5-6 nanomètres, on ne va pas aller du tout mesurer la même chose. Dans un cas, on va prendre toute cette bande-là, dans l'autre, on ne la prendra pas. Et régler un appareil pour faire une mesure entre 1 nanomètre ou entre 5 nanomètres, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et en fonction du réglage de l'appareil, on va obtenir des résultats qui sont complètement différents. Et croyez-moi, ce genre de choses, même au niveau des équipes scientifiques, c'est extrêmement difficile à réaliser. Donc, au niveau des
agences de surveillance de la qualité de l'air, c'est quasiment quelque chose de mission impossible d'aller faire quelque chose d'aussi fin, stable dans le temps, répétable, comparable entre les 500 ou 600 stations françaises de mesure, etc., etc. Donc, aller faire une réglementation sur la mesure du nombre de particules, c'est intéressant, mais ça pose derrière des questions assez insolubles en termes de métrologie. Qu'est-ce qu'on peut mesurer d'autre? On peut mesurer la masse des particules, bien sûr, et c'est là-dessus qu'est basée pour l'instant la réglementation dans tous les pays du monde. En gros, je vous ai montré ici un schéma. Alors ça, là aussi, c'est des moyennes assez anciennes, 2009-2010, sur tout un tas de villes européennes. Je pense que c'est peut-être un peu petit, mais on part d'Oslo, Helsinki, Stockholm, etc., pour descendre dans des villes du sud, Athènes, Barcelone, Rome, etc., etc. Et on a une espèce de gradient ici, pour lequel dans les villes du sud, on a des concentrations qui sont beaucoup plus fortes en moyenne annuelle qu'on ne peut en avoir dans les villes du nord. Alors ça s'explique assez simplement parce qu'en fait dans les villes du sud, il y a beaucoup plus d'épisodes de poussière saharienne qui arrivent sur la Grèce ou sur l'Espagne, etc., qu'il n'en a dans les villes du nord. Et donc ça se ressent très directement sur les concentrations moyennes qu'on peut trouver, en plus de tous les effets qu'il peut y avoir sur la maîtrise des émissions liées aux activités humaines, etc., etc. Par contre, si on regarde des concentrations qu'on peut trouver dans des villes chinoises, sachant qu'ici on est en PM2,5 alors qu'ici on est en PM10, on voit qu'on a là aussi des concentrations qui sont beaucoup plus fortes puisqu'on peut monter à 150 microgrammes ou 150 ou 160 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, quand en moyenne européenne on est à peu près à 20-25. Donc on est dans un autre domaine de concentration. Et là encore, à Xi'an, qui est la ville dans laquelle on a l'armée de terre cuite, on a l'ensemble des émissions qui arrivent du désert de Gobi, du désert de Taklamakan, etc., etc. Donc là aussi, une ville extrêmement poussiéreuse, comme peuvent l'être un certain nombre de villes du Sud. Alors, ces différentes localisations n'ont pas le monopole de concentration qui peuvent être élevées. Ici, je vous montre des résultats qu'on a pu obtenir à Passy, dans la vallée de l'Arve, où j'ai beaucoup travaillé. Ceci dit, cette fois-ci, on n'est plus sur des moyennes annuelles, mais des moyennes horaires. Et on voit qu'on monte allègrement à certains moments, aux alentours de 200 nanogrammes par mètre cube aussi, 200 microgrammes par mètre cube, pardon, ce qui est comparable aux moyennes annuelles qu'on peut trouver en Chine, donc avec des concentrations qui sont extrêmement élevées, plutôt pendant la période nocturne, et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Je pense que vous le devinez déjà. Après, on peut aller mesurer quoi? Bien sûr, ce qui nous intéresse aussi en tant que scientifique, mais aussi en tant que agence de réglementation de la qualité de l'air ou de surveillance de la qualité de l'air, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les sources de toutes ces particules atmosphériques. Et l'idée, c'est quand même d'utiliser la chimie des particules pour essayer de comprendre quelles sont ces sources, quelles sont leurs contributions, quels effets sanitaires elles peuvent avoir sur les populations. On a vu que la composition chimique était fonction des sources d'émissions et des évolutions aussi qu'on peut trouver dans l'atmosphère, comme je vous l'ai indiqué par exemple avec toute la chimie qui peut se produire au sein des nuages, qui va tendre à modifier la chimie des particules qui ressortent des nuages qui s'évaporent. Elle est aussi différente selon les classes de taille, et en fait, on est capable de réaliser des caractérisations chimiques, soit globales, mesurer l'ensemble de la chimie des PM10 ou des PM2,5, soit par classe de taille. Alors, je ne détaillerai pas plus le deuxième point qui est assez compliqué et assez technique. Juste, je voulais mentionner que la caractérisation chimique globale peut se faire soit en direct sur le site. Depuis maintenant une petite dizaine d'années, on a des instruments qu'on prend, qu'on met sur un site, et avec ce qu'on appelle des spectromètres de masse,
on va aller mesurer l'ensemble de la chimie de ces particules. Alors, on commence à avoir des réseaux de ce type-là, par exemple en France, où on a une petite dizaine d'appareils maintenant. Ceci dit, il y a des choses positives et des choses négatives. Il y a une limitation des espèces qu'on peut mesurer, des gammes de taille qu'on peut aussi aller voir. Introduire des particules dans un spectromètre de masse qui doit travailler dans le vide, c'est assez compliqué. Et puis, ça demande énormément de technicité pour faire fonctionner ces appareils. Le coût à l'achat est important. Mais l'intérêt, c'est qu'on a des résultats en temps quasi réel. C'est-à-dire que quand on voit un volcan islandais au nom imprononçable qui émet un panache, on est capable directement de savoir s'il va atteindre le territoire national ou pas. Ce qui n'est pas forcément le cas avec cet appareil du panache de Tchernobyl, mais bon. Ensuite de quoi, on est bien sûr capable de faire à l'ancienne des analyses chimiques au laboratoire. En collectant sur filtre, sur des gros filtres avec des gros aspirateurs en fait, l'ensemble des particules et ensuite ramenant ces filtres au labo et en faisant des analyses. Alors on a une très large gamme d'espèces chimiques possibles à mesurer. Mais on a une résolution temporelle qui est faible. Ici, on est de l'ordre de quelques minutes. Ici, on est de l'ordre de la journée ou quelque chose comme ça. Il y a un certain coût des analyses et puis on n'a pas les analyses tout de suite. Ça demande un peu de temps. C'est pour ça que, par exemple, sur l'épisode de Rouen il y a quelques jours, en fait, il y a un certain nombre de filtres qui ont été collectés, mais les collègues qui travaillent là-dessus, sur l'ASCA à Rouen, sont encore en cours de les analyser. Et pas plus tard qu'il y a une demi-heure, on m'a envoyé un message pour me demander mon avis sur tel ou tel truc sur ces filtres-là. Alors, par rapport à ce genre de filtre, on a en fait de nombreux moyens d'investigation chimique, autant pour faire des analyses globales, donc mesurer la matière carbonée d'une façon générale, que faire des analyses moléculaires pour aller mesurer les HAP, pour aller mesurer les pesticides, pour aller mesurer tout un tas de choses. Et puis on peut faire des analyses un peu spécifiques avec de l'isotopie, avec etc., etc. Typiquement, on peut mettre en œuvre l'ensemble des moyens de la chimie analytique. Et puis, c'est aussi en constante évolution. On est capable maintenant d'aller mesurer des quantités extrêmement faibles qui sont de l'ordre du picogramme, c'est-à-dire je ne sais même pas ce que c'est que le picogramme, c'est un millième de milliardième de gramme d'un certain nombre de choses sur nos filtres. Et particulièrement pour la partie organique, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe puisque toute la chimie moderne nous ajoute à peu près 10 000 molécules par an dans l'environnement. De plus en plus complexes, de plus en plus fonctionnalisées, de plus en plus longues. Et donc, il y a un intérêt à aller regarder les aspects de tout ce qu'on peut retrouver là-dedans, dans nos particules dans l'air. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on sait très peu mesurer l'eau qu'il y a dans ces particules atmosphériques, alors que c'est un des composants principaux. Mais bon, ça reste anecdotique, même si c'est extrêmement intéressant d'un point de vue scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait au laboratoire ici? Moi, je travaille à l'ancienne, donc avec des filtres. Donc ça, c'est un filtre qui a été exposé. On voit qu'il est tout noir. Au départ, il devrait être blanc comme ça. Il est encore dans son porte-filtre qui lui permet d'être positionné dans le grand aspirateur qu'on va utiliser sur le terrain. Et puis, une fois qu'on l'a au labo, en fait, on va faire découper à l'emporte-pièce des petits bouts et on va aller faire des analyses sur chacun de ces petits bouts. En gros, donc, pour ces filtres, on a des filtres qui font 15 cm de diamètre, on a un débit qui est à peu près de 30 mètres cubeurs d'aspiration d'air. On pompe pendant 24 heures et on récolte à peu près 15 à 30 mg de matière. Et avec tout ça, on va essayer, avec cette quantité faible, parce que 30 mg de matière, ça fait pas beaucoup quand même, on va aller essayer de faire toutes ces analyses qui nous intéressent.
En standard, au laboratoire, on fait à peu près 8 à 9 analyses et on mesure à peu près 160 espèces chimiques. Et donc, à la fin, on qualifie quand même ça comme le fait qu'on fait des analyses de traces parce qu'on mesure des choses qui sont extrêmement de faible masse. Je vous passerai un peu les détails sur toutes les techniques analytiques qu'on met en œuvre. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre. On va depuis les espèces ioniques, comme le sulfate, le nitrate, etc., en passant par des éléments métalliques, donc du cuivre, du fer, de l'aluminium, etc., etc. Puis tout un tas de choses sur la fraction organique. Depuis certains sucres, je vous en montrerai des exemples, des acides organiques, des opanes qui résultent de la dégradation des huiles moteurs, par exemple, dans les processus de combustion, etc., etc. Donc, et puis des HAP qui sont des molécules qui résultent elles aussi de la combustion et qu'on retrouve beaucoup dans l'atmosphère parce que c'est des aspects d'espèces carbonées imbrûlées, depuis des feux de cheminée jusqu'à tout un tas de choses plus ou moins anthropiques. Une fois qu'on a fait ça, on a quoi comme résultat? On a ce genre de schéma. Ici, c'est ce qu'on appelle un bilan de masse, c'est-à-dire la composition moyenne des particules qu'on a pu observer pendant tout un hiver à Passy, donc à Passy dans la vallée de l'Arve, qui est un hotspot à étudier dans la mesure où c'est pratiquement en tête des classements nationaux sur les villes les plus polluées. J'espère qu'il n'y a pas de gens de Passy dans la salle, mais bon. Et donc, on retrouve, en fait, pendant cette période hivernale, beaucoup de matières carbonées, ce qu'on appelle en anglicisme organic matter, plus du carbone suie, qui sont les suies assez classiques, qui viennent des combustions, et un tout petit peu de sulfate, nitrate, des métaux, etc., etc. On voit qu'on a des quantités infimes. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce genre d'environnement, c'est que le bilan est totalement dominé par la fraction carbonée. Et que quand on va aller faire toutes les analyses que je vous ai montrées, on est capable d'identifier seulement 21%, alors un peu plus maintenant, de cette fraction carbonée. Tout le reste, on ne sait pas trop bien ce que c'est encore des milliers de molécules qu'on n'a pas été identifiées. Et là-dedans, on va retrouver quoi? On va retrouver par exemple nos fameux HAP qui sont là, et surtout, on va trouver des sucres monosaccharides anhydres qui sont le résultat de la combustion de la biomasse. La biomasse, en fait, c'est tout le bois ou autre, c'est de la cellulose. Un des composants, c'est la cellulose. La cellulose, c'est un polymère de glucose. Et quand on va aller brûler du bois, on va couper ce polymère de glucose. Et le sucre glucose va se transformer en d'autres choses, et entre autres ces molécules-là. Et ce qui est intéressant avec ce genre de molécules qu'on appelle des traceurs, c'est que quand on le trouve dans l'atmosphère, ces molécules-là, quand on les trouve, on sait pertinemment que cela provient de la combustion de la biomasse. Donc il y a une relation assez univoque entre l'analyse de ces molécules et le fait qu'on est au départ de la combustion de la biomasse. Et c'est un peu ce qu'on cherche dans mon métier, c'est un peu le Graal, de trouver des molécules qui soient des molécules traceurs, qui permettent d'identifier de façon univoque une source d'émission de particules et de choses dans l'atmosphère. Alors, moi, ce genre de figure, ça me parle, avec la pratique, avec tout ce que j'ai fait, donc je sais pertinemment, à partir d'un profil comme ça, dire c'est plutôt un profil d'été, plutôt un profil d'hiver, plutôt un profil urbain, plutôt un profil rural, etc. etc. Et donc, c'est déjà le début de l'identification des choses.
Alors, je vous ai dit qu'il y avait une grande partie qu'on ne connaissait pas. Depuis que j'ai fait cette figure, en fait, on a travaillé sur d'autres trucs. On a travaillé sur à la fois la cellulose, où on sait maintenant mesurer ça, et on ajoute quelques pourcents à notre caractérisation chimique. On a travaillé aussi sur ce qu'on appelle les bioaérosols, c'est-à-dire en fait toutes les émissions des spores de champignons, etc., etc. Et on sait aussi ajouter quelques pourcents à notre détermination. Donc, on progresse petit à petit là-dedans. Mais ça prend du temps. Je vous ai parlé de cette composante matière organique et de la composante suie ici. Il faut bien avoir à l'esprit quand même que toute cette matière carbonée, tout le carbone qu'on va trouver dans l'atmosphère, en fait, il n'y a pas une distinction claire entre le carbone suie et le carbone organique. Il y a un espèce de gradient entre des choses qui sont très peu fonctionnalisées, c'est-à-dire qu'on a brûlé, mais on a conservé le squelette carboné et puis on n'a pas réussi à bien le couper. Et puis les molécules de carbone organique ici, ou par exemple dans les processus de combustion, ben, on a bien réussi à le couper. Et autres. Ici, on va retrouver par exemple du sucre de table, de la saccharose, et puis ici, on va retrouver tout le goudron de nos cheminées, par exemple. Et entre les deux, ben, on a des milliers d'espèces chimiques et des choses qui évoluent extrêmement fortement avec le vieillissement. Et entre autres, si on revient à l'actualité, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de réponse toute faite et de réponse extrêmement facile à l'incendie de Rouen. Parce qu'à l'incendie de Rouen, on a brûlé déjà des dizaines de milliers de molécules différentes et on se retrouve avec des choses où on a des centaines de milliers de molécules différentes qui ont été formées à travers ces processus de combustion. Donc une réponse claire et simple, dans ce cas-là, ce n'est pas très facile à délivrer. Alors pourquoi on s'évertue à faire des analyses chimiques en fait, de ces particules atmosphériques? Comme je viens de le montrer, on va essayer de comprendre le bilan de masse des particules. Ensuite, on peut par exemple travailler sur une espèce chimique spécifique pour comprendre comment ça se transforme dans l'atmosphère, etc., etc. Certaines des personnes de ce laboratoire travaillent par exemple sur le cycle du mercure pour essayer de comprendre comment le mercure est évaporé depuis les espaces marins pour aller sur la Terre, etc., etc., ou d'autres aspects en liaison avec la biologie, par exemple. Comme je vous l'ai déjà indiqué, on va essayer de faire de la quantification de traceurs de sources pour essayer de quantifier des sources spécifiques pour déterminer leur contribution. On peut aussi travailler non pas sur une espèce, mais sur un ensemble d'espèces. Quand on a par exemple des embruns marins, on va se retrouver avec du NaCl dans une proportion qui est une proportion fixe, qui correspond à leur chimie. Et donc là, on a un duo d'espèces. Quand on l'a dans le bon ratio, on sait qu'on n'est pas loin de la source chimique. La source marine, pardon. Et puis, on peut essayer de comprendre aussi tout un tas de choses sur l'évolution de ce qu'on va avoir dans l'atmosphère. Alors ici, je vous montre un exemple assez emblématique de ces études de traceurs, où on a été mesurer d'autres sucres, arabitol et mannitol. Alors, c'est des sucres qui, eux, stockent de l'énergie dans la matière vivante. En gros, des animaux ou des plantes utilisent ces sucres-là pour stocker leur énergie. Et on a observé, en fait, que quand on allait mesurer ces espèces-là, dans la vallée de l'Arve, en entrée de la vallée de l'Arve à Passy ou à Chamonix et puis à Grenoble, on avait donc là des cycles sur 1 an, on avait des cycles qui étaient exactement similaires sur les 3 sites, alors que la vallée de l'Arve, c'est quand même à 130 km de Grenoble, c'est pas tout près. Et donc, on a été chercher un peu à quoi était dû ce genre de cycle très homogène sur des grandes régions comme ça. Et en définitive, il s'avère que ces sucres-là sont le témoin dans l'atmosphère de la remise en suspension de tout un tas de spores de champignons. Et là, on a donc un traceur assez intéressant parce que là aussi, assez spécifique pour ces histoires de traceurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple que là, on a une décroissance des concentrations extrêmement forte
pendant une journée donnée qui correspond à la première journée où la température nocturne passe en dessous des 5 degrés. Et pouf, les champignons, ils éteignent tout, ils vont se coucher pour l'hiver, et voilà, on n'émet plus. Et donc, on retrouve la même chose l'hiver d'après, 5 degrés la nuit, bim, tout ce qui est les aspects biochimiques, biogéniques de la végétation s'arrête de ce point de vue-là. Alors, il y a d'autres choses qui continuent, bien sûr, mais pour les champignons, ça s'arrête. Et donc, à partir de ça, nous, ça... Pourquoi je l'ai deux fois, celle-là? Et donc, oui, c'était juste pour ces phrases-là. Donc, on travaille avec de très nombreux autres traceurs organiques et on essaie d'en trouver d'autres. Aussi bien ce qu'on appelle biogéniques, qui sont liés à tous les aspects de végétation, que anthropiques, qui sont liés aux activités humaines. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller essayer de trouver ça. Alors, il n'y a pas que les aspects organiques, il y a aussi des aspects inorganiques. On a ici, par exemple, deux molécules de métaux, le barium et le cuivre, où on voit qu'à Chamonix, quand on a été faire des mesures, eh ben, on se retrouve avec des concentrations extrêmement fortes le soir du 31 décembre. Ben, le barium, c'est le vert dans les feux d'artifice, et le cuivre, c'est le bleu dans les feux d'artifice. Il ne faut pas aller bien loin. Donc, on se retrouve avec des concentrations qui sont liées à ces aspects d'activité humaine. Pour le coup, c'est un peu différent, mais où on a des concentrations extrêmement fortes. Et pour le coup, le cuivre, ce n'est pas forcément la meilleure des choses qu'on a à respirer pour la santé, quoi. Incidemment, les feux d'artifice à Chamonix ont été interdits en 2015-2016, non pas à cause de cette étude-là, qui a eu lieu en 13-14, mais en liaison avec le fait que ça produisait des dépassements des normes, des concentrations massiques de PM10. Un autre exemple, en fait, sur les profils chimiques en général, où on a été faire des mesures dans les tuyaux de foyers fermés de chauffage au bois, ou alors dans des émissions véhiculaires de tunnels à Marseille. C'était un tunnel dans lequel il y avait énormément de trafic diesel, où on voit que pour les foyers fermés, ici on a du carbone suie, une fraction relativement faible, alors que sous tunnel, on a une fraction extrêmement importante de suie. A contrario, pour de la combustion du bois, on a une proportion importante de carbone organique, chose qu'on retrouve dans les émissions véhiculaires, mais à un degré moindre. Donc on a deux profils chimiques qui sont assez différents, qui vont nous permettre de travailler sur la contribution de ces différentes sources dans des observations qu'on peut faire à un endroit donné. Alors, on a beaucoup travaillé sur les 10 dernières années en faisant des études un peu partout en France. Alors, il n'y a pas que moi, mais il y a beaucoup moi quand même qui a été faire ce genre de choses, où on a, pour chacun des sites, au moins une étude annuelle où on a à peu près 120, 130 échantillons, ce qui fait qu'on est capable de faire des moyennes saisonnières. Et donc, vous voyez qu'en gris, c'est l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Et puis ici, on a tout un tas de villes, donc de milieux urbains. Ici, on a des milieux urbains, mais juste en bord de carrefour. Ici, on a tout un tas de sites, toujours nos 3 sites dans les vallées alpines. Et ici, on a des concentrations dans des sites extrêmement reculés, qui sont des sites de fonds ruraux, pour connaître la qualité de l'air dans des zones extrêmement reculées. Alors, on a le premier exemple qui est notre carbone suie, où on voit en définitive que dans les zones reculées, on a des concentrations extrêmement faibles. Dans les zones en carrefour, on a des concentrations un peu plus élevées. Et dans toutes les villes, on a des concentrations hivernales qui sont plus fortes. Et on retrouve dans nos villes de la vallée de l'Arve des concentrations extrêmement fortes, en particulier en hiver, essentiellement en hiver d'ailleurs. Si on prend par exemple l'exemple du sulfate qui provient de l'oxydation du SO2 gazeux, majoritairement lié aux activités industrielles, on voit que c'est une pollution qui est globalisée. Pour des sites ruraux, on a déjà des choses qui sont extrêmement fortes. Et puis on a ici
Si on regarde bien le graphique, on a ces trois sites-là qui se démarquent un petit peu en été. Et on notera que c'est Nice, Marseille et Port-de-Bouc qui sont liés à des activités portuaires sur la façade méditerranéenne et probablement aux activités de transport maritime avec des combustions de fioul lourd et ce genre de choses. C'est confirmé par la mesure du vanadium qui est liée aux émissions des combustions de fioul lourd où on retrouve ces trois sites avec des concentrations beaucoup plus élevées. Et depuis quelques temps maintenant, il y a une attention particulière à la fois des pouvoirs publics et aussi des associations de surveillance de la qualité de l'air avec lesquelles on travaille pour aller regarder ces émissions portuaires, ces émissions de bateaux et essayer de réduire ce genre de choses. On note par contre que dans les sites comme les sites de la vallée de l'Arve, on a des concentrations qui sont du même tonneau que celles de sites extrêmement ruraux. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Le cuivre, je vous ai dit que le cuivre, c'était les feux d'artifice bleus, mais c'est aussi surtout l'usure des plaquettes de frein. Et on voit bien ici que dans nos sites trafic, on a des concentrations qui sont beaucoup plus élevées que sur le reste des sites. Par contre, on retrouve à Nice ces feux d'artifice en hiver, hein, sur la baie des Anges, le 31 décembre, et puis on les retrouve aussi à Chamonix, la figure qu'on avait vue tout à l'heure. OK. Et enfin, dernier exemple, alors vu qu'on mesure 160 molécules, je pourrais vous passer les 160 à la file, mais bon, ça serait un peu rébarbatif à la fin. Je vous montre les concentrations de ce sucre-là, qui est le lévoglucosan, c'est un nom un peu barbare, mais c'est le sucre qui résulte de la décomposition thermique de la cellulose et donc de la combustion de la biomasse. Et on voit qu'on retrouve des concentrations extrêmement fortes en hiver, dans les vallées alpines, mais aussi dans tout un tas d'autres sites urbains. Et c'était assez étonnant les premières fois où on a mesuré ça, parce que dans une ville comme Talence, à côté de Bordeaux, ben, on retrouve quand même des concentrations de la combustion de la biomasse qui étaient relativement fortes. Je voulais vous montrer quelques aspects sur Grenoble, dans la mesure où on a un programme qui est en cours maintenant. On a fait des mesures entre 2017 et 2018 pendant un an sur 3 sites dans l'agglomération grenobloise. Un site qui est le site de référence de l'association de surveillance de la qualité de l'air plutôt dans la zone sud, un site qui est à la caserne de Bonne, le quartier piéton, et puis un site qui est à Vif dans les aspects un peu plus suburbains de l'aspect grenoblois, de l'agglo grenobloise. Et puis on refera les mêmes manips en 2020 quand un certain nombre de l'amélioration de qualité de l'air, on espère, seront apportés par les aspects de plan de protection de l'atmosphère qui a lieu à Grenoble. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on voit que sur les 3 sites pour le sulfate, on a vu tout à l'heure, avec les exemples que j'ai montrés, que le sulfate était extrêmement bien réparti sur le territoire national, qu'on en retrouvait énormément, même dans les sites ruraux, etc., etc. Et on voit que nos 3 sites, là, ils répondent exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'en définitive, pour des choses qui sont liées à du transport à longue distance, les 3 sites vont se retrouver impactés exactement de la même façon. Et on a bien ici une démonstration, en définitive, qu'il y a peu de sources locales et on va retrouver des choses qui viennent beaucoup de l'extérieur. Quand on regarde l'évoglucosan, toujours ce sucre combustion de la biomasse, en été, il n'y a rien, sauf le 14 juillet, là, il y avait un barbecue quelque part. Et puis, ben, en hiver, on a des concentrations qui sont extrêmement élevées aussi, mais qui sont plutôt homogènes sur l'ensemble de l'agglo, peut-être un peu plus fortes à Vif, dans les aspects un peu suburbains de l'agglomération. Il y a plus de chauffage au bois dans ces lieux-là qu'il n'y en a en pur centre-ville. Et puis après, si on regarde des choses comme le cuivre, hein, toujours nos fameuses plaquettes de frein, eh ben, on voit qu'à Vif, on a quelque chose qui est relativement faible. Et puis sur les 2 autres sites, aussi bien Caserne de Bonne
que les frênes. On a des concentrations élevées, en particulier pendant la période hivernale, et que en plus, c'est plutôt à Caserne de Bonne, qui est entouré de boulevards, etc. Même si c'est un quartier piéton, eh ben, c'est plutôt à Caserne de Bonne où on va aller trouver les concentrations les plus élevées. Pouf, pouf. Alors, tout ça, c'est bien gentil, mais ça fait beaucoup d'observations, ça fait beaucoup de... oui. Juste une. Allez-y. Un terme générique, combustion biomasse. Ouais. On doit sous-entendre feu de cheminée. Oui, c'est aussi feu de jardin, par exemple. Oui. C'est toutes les combustions. Ouais. 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 Après, il faut être assez précautionneux parce que sur les grosses installations classées, il y a effectivement des filtres anti-pollution qui régulent les émissions, qui font qu'en définitive, ces traceurs, on ne va pas forcément les retrouver parce qu'il y a une dépollution des effluents qui est extrêmement forte, qui est bien meilleure que celle qu'on peut avoir sur n'importe quelle cheminée ou n'importe quel dispositif. Okay. Ah, c'était une question. Sur les mêmes graphiques, vous parlez de revin, donc, ouais. dans les Ardennes. Ouais. Mais il y a deux revins, un revin standard et un revin étoilé. C'est quoi la différence? Ah, c'est parce que l'un est en PM10, l'autre en PM2,5. Ok. Yes, je rembobine. Donc c'est bien d'avoir des mesures et tout ça, d'avoir des concentrations, etc. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer d'aller jusqu'à la quantification des sources. Combien représente la combustion de la biomasse dans un endroit donné? Combien représentent les émissions liées au véhiculaire dans un endroit donné, etc., etc. C'est ça qui nous intéresse d'un point de vue réglementaire pour essayer d'agir sur les sources qui sont les plus importantes pour différents types de sites. Alors dans la nature, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes nos sources, là, j'en ai représenté quelques-unes avec leur chimie un peu spécifique, qui vont aller se mélanger et produire notre échantillon d'air ambiant. Et ce qu'on essaie de faire, c'est le contraire, nous, avec nos modèles mathématiques, c'est passer d'observation de ces échantillons d'air ambiant et de remonter à nos différentes sources et à leur contribution. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une déconvolution de ces sources. Alors là, je le fais avec les mains. Si je le fais d'un point de vue un peu plus mathématique, ça donne ce genre de choses, où on a une matrice de données qui est notre matrice d'observation, 120 jours d'observation sur lesquels on mesure 50 espèces chimiques. Et puis, cette matrice d'observation, on essaie de l'exprimer comme le produit de deux matrices, la contribution des sources et le profil chimique de chacune des sources qu'on est capable de reconnaître dans le système qu'on a. Et puis, mathématiquement, ce qu'on essaie de faire, c'est de minimiser ce petit résiduel qui nous ennuie. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Derrière, il y a des aspects où il y a une matrice adjointe avec les incertitudes de mesure. Derrière, il y a des aspects de mesure de résolution Monte Carlo pour regarder si on a des solutions bien stables, etc., etc. Ça pourra parler à certains d'entre vous. C'est un peu complexe, mais voilà. En tout état de cause, on arrive maintenant à bien maîtriser ce genre de système depuis quelques années. On en a fait des dizaines et des dizaines, ça demande un peu de pratique. Et puis, voilà le type de résultat qu'on obtient. Bon, c'est une thèse qui a été faite déjà en 2016, mais elle est trouvable sur le net, si vous voulez vraiment aller regarder ces résultats. Toujours dans la vallée de l'Arve, Passy, Marnach, Chamonix, où on a nos concentrations été-hiver. On voit qu'en été, on a zéro problème de pollution atmosphérique. Par contre, c'est effectivement en hiver où on a des petits soucis avec des concentrations extrêmement fortes, puisque là, c'est des moyennes hivernales sur notre hiver de mesure. Et on retrouve avec notre système à peu près 8 ou 10 sources, de 8 à 10 sources possibles qu'on a été identifiées avec des molécules spécifiques. Et en particulier, cette grande barre-là, qui est la combustion de la biomasse.
Donc on voit en définitive que c'est elle, la combustion de la biomasse, qui va représenter une fraction extrêmement importante de ces particules atmosphériques en période hivernale. Alors là, je l'ai mis en concentration, c'est des microgrammes par mètre cube. Si on le regarde en pourcentage, ce sont les mêmes données, mais en pourcentage, on voit que la combustion de la biomasse représente aux alentours de 65-70% en moyenne hivernale de ces émissions de particules. Et puis, on retrouve une barre qui finalement est relativement faible, entre 8 et 10%, entre 5 et 10%, qui est liée au trafic routier. Alors, il faudrait y rajouter un petit peu des nitrates, là, la barre rouge, les barres bleues, pardon, qui sont liées à la formation des nitrates à partir des NOx. Donc, il ne faut pas les oublier quand même. Il faudrait les rajouter un peu. Mais on voit que le gros des choses, c'est les aspects de combustion de biomasse. Alors, on était assez content parce qu'en parallèle de ça, on a utilisé du carbone 14. Le carbone 14, vous avez sans doute entendu un peu parler, c'est un élément radioactif du moins. C'est une espèce radioactive du carbone qui a un temps de désintégration de quelques dizaines de milliers d'années et qui va décroître avec le temps selon ces aspects-là. Alors bien sûr, dans les combustibles fossiles qui ont 60 millions d'années, il n'y en a plus du tout. Par contre, dans les arbres, je ne suis même pas à la moitié. Par contre, je m'arrêterai à un moment. Dans les arbres qui ont 20 ou 30 ans, il y en a encore beaucoup. Et donc, on a été faire ces mesures, et avec ces mesures de carbone 14, sur la contribution du carbone, on retrouve exactement du carbone moderne dans les mêmes proportions que celles trouvées par notre méthode de distribution des sources. Et donc, par deux approches qui sont scientifiquement complètement différentes, on retrouve quelque chose qui est extrêmement similaire, ce qui est assez confortable quand on est scientifique. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a appliqué notre méthode de déconvolution à l'ensemble des données qu'on avait. Et on voit que pour tous les sites qu'on a cités tout à l'heure, la combustion de la biomasse en hiver, en moyenne en hiver, pour Grenoble, ici, on est à 40%, etc., etc. Donc, on a pour tous les sites urbains nationaux ce genre de choses. Mais c'est encore dans les vallées alpines qu'on a le plus d'émissions de biomasse. Alors, quand je suis dans l'Arve, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une question provocatrice. Est-ce que les habitants de l'Arve sont plus frileux qu'ailleurs, qu'ils doivent se chauffer de façon plus importante? Ce qu'il faut bien voir, en définitive, c'est que les concentrations atmosphériques au sol résultent de beaucoup de choses. Des émissions, bien sûr, mais aussi des apports externes à la vallée. On a vu que les apports dans la vallée de l'Arve, ils étaient assez faibles. Formation secondaire à partir des espèces gazeuses. Et puis après, il y a des éléments qui vont aller diminuer ces concentrations, comme l'abattement par les pluies, la dilution ou les exports de la vallée. Et donc, il y a une importance fondamentale en fait, des aspects météorologie depuis ici, etc. Je voulais juste vous montrer un exemple. Bien sûr, on connaît tous quand même les aspects qui sont liés aux inversions de température en hiver dans nos systèmes de vallées. On a été faire quelques mesures là-dessus avec des ballons captifs qui montaient et qui descendaient pour faire des mesures en altitude. Et on voit ici, par exemple, c'était à Passy, qu'on a une belle inversion de température dans les 50 premiers mètres de l'atmosphère, où on a des températures beaucoup plus froides au sol. Alors beaucoup plus froid, il y a 2 degrés, mais 2 degrés sur 50 mètres, ça commence à être une inversion un peu sérieuse. Et puis quand on regarde des concentrations, par exemple, comme le carbone suie, on voit que au sol, on est à 7 microgrammes par mètre cube et 50 mètres au-dessus, on est à même pas 1 microgramme par mètre cube. Donc là, ce qui se passe sur cet épisode, c'est que toutes nos émissions qui sont au sol sont concentrées par cette inversion de température avec quelque chose qui est de l'ordre d'un facteur 7 des concentrations. Et bien sûr, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes va mesurer les concentrations au sol, parce que c'est là où sont les habitants, mais dans des conditions qui sont extrêmement défavorables. Donc, moi, j'ai travaillé pas mal sur les aspects de
plan de protection de l'atmosphère numéro 2 dans la vallée de l'Arve, où j'ai essayé d'expliquer ça au préfet, qu'on pouvait toujours essayer de réduire les émissions tant qu'on aurait un facteur 7 de concentration qui était lié aux inversions de température, on aurait du mal à faire quelque chose qui était vraiment effectif, quoi. Je n'ai pas été forcément bien entendu, mais bon. Et l'exemple qu'on avait tout à l'heure sur quelque chose qui était une mesure ponctuelle à un moment, eh ben on l'a sur tout un hiver, ici, où on a depuis le 1er novembre jusqu'au 1er avril, où on a une corrélation extrêmement forte entre les températures moyennes journalières, et ici on est dans des inversions, plus on monte avec la courbe bleue, et ben, plus on monte avec la courbe bleue, plus on monte avec la concentration atmosphérique. Et donc il y a une liaison extrêmement forte entre ces aspects d'inversion et ces aspects de concentration. Et quand on a ça, on se dit que c'est bien joli d'aller réglementer les émissions, mais que ça va être un peu trop fort par rapport à ce qu'on va pouvoir faire sur la réglementation des émissions. Eh bien, j'aurai pas le temps de vous parler du potentiel oxydant. Hein? 2 mots? 3 mots. En gros, l'idée, c'est de se dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que la masse des particules, ce n'est pas forcément la meilleure métrique qu'on peut mesurer par rapport à l'impact sanitaire, puisque la masse ne prend pas en compte la chimie des particules, la masse ne prend pas en compte les particules les plus fines qui vont dans les poumons, la masse ne prend pas en compte l'état de surface des particules, etc. etc. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est en fait d'aller tester la capacité des particules à oxyder nos antioxydants qu'on a naturellement dans les poumons. Nos poumons sont un système qui est fait pour nous défendre contre l'atmosphère, qui est très agressive, avec de l'ozone, qui est un très fort oxydant, etc., etc. Donc on a dans nos poumons des antioxydants naturels, comme par exemple l'acide ascorbique, mais bien d'autres, qui vont aller nous aider à nous débarrasser de ça. Sauf qu'à un moment, quand il y en a trop des oxydants, ben, on a un stress oxydant. Et s'il y a un stress oxydant, au bout d'un moment, les cellules ne vont pas bien, les cellules elles meurent, et puis les espèces chimiques passent dans nos poumons, passent dans le sang, etc. Et c'est le début de pas mal de catastrophes. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller mesurer ce genre de choses, non pas en le faisant sur des petites cellules, mais en faisant comme des vrais chimistes, dans un petit bécher, où on prend un bout de notre filtre, on va aller le mettre là, en contact avec une solution qui est reconstituée nos fluides pulmonaires, avec tous les surfactants, etc., etc. Et on va aller regarder comment notre antioxydant, il est consommé par ce filtre. Alors on a un appareil et puis on suit la consommation et ça nous donne une valeur de est-ce que cette solution-là, est-ce que notre échantillon, il est plus agressif ou pas par rapport à cet antioxydant. Et a priori, c'est une mesure qui est quand même intégratrice. Comme on va aller mettre en contact nos particules dans un fluide, c'est une mesure qui est intégratrice de la composition chimique, de la distribution en taille, puisque toutes les particules elles vont aller se balader dans le fluide, des effets de surface, des effets de solubilité, suivant que les espèces elles sont plus ou moins disponibles, et éventuellement des effets cocktails qu'il peut y avoir, qui sont antagonistes entre les différentes choses. Ceci dit, pour l'instant, la capacité d'indicateur sanitaire n'est pas encore totalement prouvée, mais encore qu'on y travaille sur les aspects de gros programmes grenoblois que je vous ai montré tout à l'heure, puisqu'on travaille avec des corps d'épidémiologistes pour essayer de mettre en liaison les observations qu'on a sur l'exposition des gens et les marqueurs de stress oxydant qu'on a pu regarder dans les personnes qu'on suit dans cette cohorte. Donc on essaie de faire ce lien-là. Ce qui est intéressant aussi de ce point de vue-là, c'est qu'on est capable, je vous ai montré tout à l'heure qu'on était capable de déconvoluer les sources des particules atmosphériques en termes de masse, mais bon, on a réussi avec beaucoup de travail et un étudiant extrêmement intelligent de faire la déconvolution du potentiel oxydant en fonction des sources. C'est-à-dire que là, maintenant, on est capable de dire quelles sont les sources qui sont les plus agressives par rapport à cette notion de potentiel oxydant. Et ce qu'on voit, par exemple, ici, sur Chamonix ou sur Strasbourg,
c'est qu'on n'a pas du tout la même répartition entre la masse et le potentiel oxydant, les mêmes impacts suivant les sources. On voit par exemple que sur notre site de Strasbourg, qui était un site trafic, on voit que le trafic est important en masse, mais quand on est en potentiel oxydant, il est encore beaucoup plus important. On voit ici à Chamonix qu'on avait une importance assez forte des émissions de biomasse en verre, mais que son impact sur le potentiel oxydant était encore plus fort. Et à contrario, on voit que des espèces comme le nitrate d'ammonium, qui vont aller faire le maximum des épisodes de dépassement de la masse sur le nord de la France, et qu'on cherche à réglementer très fortement, ils n'ont aucun pratiquement effet sur les aspects de potentiel oxydant. Donc, peut-être qu'on est en train de chercher à réglementer la masse, entre autres du nitrate d'ammonium, en dépensant des centaines de millions d'euros pour faire ça, alors que c'est quelque chose qui, finalement, n'a pas forcément un impact sanitaire très avéré. OK ? Et voilà, j'ai fini.